Bonjour, bonsoir, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Karaté Expert. C'est le lieu où nous partageons ensemble notre passion sur le karaté. Et aujourd'hui, l'élément de réflexion, c'est un élément assez délicat. C'est comment reconnaître un mauvais sensei. C'est très important parce que nous avons, au fil du temps, vu des choses qui auraient pu être améliorées si on avait essayé de parler, si on avait essayé de partager, si on avait essayé de mettre en exergue ces éléments-là. Et c'est très important pour comprendre la différence entre un bon et un mauvais sensei, parce que si on ne le fait pas, on va se retrouver en train de perdre beaucoup de temps, perdre beaucoup d'énergie et beaucoup plus encore, qui sait. Alors c'est très important, pourquoi? Parce que cette ceinture noire-ci, en fait, nous trompe beaucoup. Cet élément nous trompe beaucoup. Parce que c'est un élément qui permet, lorsqu'on n'a pas distingué la différence entre un bon sensei et un mauvais sensei, c'est un élément qui permet malheureusement de rendre certaines personnes paresseuses. C'est un élément qui permet malheureusement de rendre certaines personnes pédantes. C'est un élément qui permet de rendre certaines personnes extrêmement réfractaires à tout élément de débat, d'argumentation et de discussion. Pourquoi? Parce que selon eux, en fait, juste parce qu'on a la ceinture noire, on est devenu maître. Déjà, la base, c'est quoi un sensei? Un sensei ne veut pas dire maître. Un sensei veut dire quelqu'un qui est avancé sur le chemin. Parce que le budo qui contient, le budo qui est la voie guerrière qui contient aussi le karaté et d'autres arts, est fondamentalement un chemin de vie. C'est un chemin où il n'y a pas la fin. Il n'y a pas un moment où on se dit oui, j'ai atteint tout le niveau qu'il faudrait atteindre. Alors c'est très important de ne pas avoir une ceinture noire pour s'arrêter en chemin et se focaliser maintenant sur des éléments qui vont créer de la peine à ceux qui sont derrière nous ou qui vont ralentir ceux qui sont derrière nous. Donc le budo étant ainsi défini, un sensei c'est quelqu'un qui est en avance, qui est avancé sur le chemin. Un sensei ne veut pas dire maître. Malheureusement, les mauvais sensei sont ceux-là qui définissent que le fait qu'ils sont sensei fait d'eux des maîtres. Et d'autres encore plus mauvais pensent que parce qu'ils ont des dents, ils sont des maîtres. Alors qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir des dents pour être maître. Un maître, c'est autre chose. On verra ça plus tard. Et naturellement, il est donc important de comprendre que lorsqu'on est en avance, il faut faire attention à ne pas traîner ceux qui sont derrière et à être un élément de drainage, d'encouragement, d'encadrement et non à être un élément de souveraineté du genre comme je suis sensei, je connais déjà. Comme je suis sensei, c'est suffisant. Alors, c'est quoi un mauvais sensei? C'est un partage extrêmement délicat parce que rapidement, les mauvais sensei vont dire qui es-tu pour juger les gens? Qui es-tu pour définir qui est bon, qui est mauvais? Quel est ton background? Combien de dents as-tu pour pouvoir dire les gens sont mauvais? Mais ces mêmes personnes sont capables d'ouvrir leur bouche et définir que les présidents sont mauvais, définir que les députés sont mauvais, définir que les enseignants sont mauvais, définir que les chauffeurs sont mauvais, définir que les gens qui nettoient leur voiture et leur maison sont mauvais à leur tâche. C'est pourquoi on n'a pas besoin d'avoir ces expertises-là pour définir si on est quelqu'un de mauvais. Quelqu'un est mauvais à la tâche si en réalité la personne n'a pas les compétences nécessaires pour faire la tâche. Nous n'avons pas besoin de dire que comme je n'ai pas les compétences, toi tu n'as pas les compétences, pourquoi dis-tu que je suis mauvais? Non. Pour définir si un président de la République est médiocre, on n'a pas besoin d'être aussi président pour définir ça. Et lorsqu'un président est défini comme médiocre, le plus important c'est qu'il se rende compte et qu'il corrige. Le plus important n'est pas qu'il se mette à discuter qui es-tu pour dire que je suis un mauvais président, pourquoi tu dis que je suis un mauvais président, non justement. Et ainsi de suite, lorsqu'un élève est devant un enseignant, en classe on est capable de savoir si un professeur de mathématiques, de physique, de biologie est mauvais ou pas. Ces gens-là ne sont pas obligés de nous dire parce que tu n'as pas le diplôme d'enseignant comme moi, pourquoi dis-tu que tu es mauvais? Dis-tu que je suis mauvais? Un élève est capable de savoir s'il est un bon enseignant ou pas. C'est pourquoi il y a des éléments qui permettent d'évaluer l'enseignant. Pas par rapport à son contenu, mais même par rapport à sa manière de faire. Pourquoi? Parce qu'on peut même être très gradé, on peut avoir beaucoup de connaissances et de savoir et être un mauvais sensei. Parce que justement, on a une incapacité soit de se maîtriser, soit de comprendre les problèmes, soit d'expliquer les problèmes. Parce que quelqu'un peut comprendre l'incapacité d'un sensei de comprendre certaines questions peut
en réalité l'amener à dire des choses et à combattre des combats qui n'ont rien à voir avec ce qu'on est en train de poser. Ça ne veut pas dire qu'il est fondamentalement médiocre, c'est que pour ce point-là, il est médiocre. Donc, le jugement sur les mauvais sensei, c'est quelque chose qui ne doit pas être rapidement justifié par les mauvais sensei de dire il faut être 15e dan pour pouvoir juger si quelqu'un est bon, il faut être aussi sensei pour juger que quelqu'un est bon. Non. Nous avons pris des exemples dans la société qui permettent qu'on n'a pas besoin d'avoir certaines compétences, certaines capacités pour savoir que quelque chose est mal fait. Lorsque quelque chose est mal fait, ça saute aux yeux et que lorsque quelque chose est mal fait, on n'a pas besoin d'aller de midi à 14 heures. Et aujourd'hui, dans le monde du karaté, pourquoi est-ce que nous parlons de ça? Parce que les mauvais sensei sont malheureusement devenus monnaie tellement courante qu'ils arrivent à poser ce qu'ils sont comme étant la définition d'un sensei. Ça veut dire que les mauvaises graines ont tellement été propagées en grande quantité qu'on arrive donc plus à distinguer les bonnes graines. Donc le but de ce partage, en fait, c'est justement de donner des éléments qui permettent justement à ce qu'on ne détruise pas le travail énorme fait par les vrais sensei, par nos vrais sensei, le travail énorme fait par ces gens-là, qui ne se targuent pas de Dan, qui ne se targuent pas d'avoir été champion en ceci, qui ne se targuent pas de tout savoir, mais qui au quotidien donnent de leur vie, de leur savoir, donnent de leur énergie pour pouvoir former des passionnés, parce que justement, dans ça, c'est un travail qui doit être reconnu. Et ce travail-là, s'il n'est pas reconnu parce que les mauvais sensei sont tellement pilulants, on ne doit donc pas laisser ces éléments-là. C'est très important. Alors, c'est important de regarder quels sont les éléments qui permettent à toi, jeune judoka, à toi, jeune passionné de karaté, à toi qui es sur le chemin de pouvoir détecter les mauvais sensei. C'est très important. Lorsqu'on détecte un mauvais sensei ou un mauvais président ou un mauvais gendarme ou un mauvais... L'idée est de pouvoir trouver des métriques pour pouvoir soi-même savoir que effectivement voilà ce qu'il ne faut pas faire. Personnellement, on se corrige. Deuxième moment, c'est de pouvoir ne pas permettre cette mauvaise manière de faire là détruire les autres. Alors, reconnaître un mauvais sensei, c'est très important. Comment on reconnaît un mauvais sensei? Un mauvais sensei va toujours te dire telle chose, ce que je dis est vrai parce que je te l'ai dit. Donc les mauvais sensei vont toujours dire, ils sont incapables d'expliquer et d'argumenter. Ils vont te dire, prends comme je dis, parce qu'en fait, je suis un sensei, j'ai des dan. Non, parce que je l'ai dit. Deuxième élément pour reconnaître les mauvais sensei, c'est qu'ils vont te dire, ce que je dis est vrai parce que j'ai N dan. Ce que je dis est vrai parce que j'ai 4 dan, 3 dan, 5 dan, 8 dan. Les mauvais sensei ne te disent pas que ce que je dis est vrai parce que voilà les éléments basiques, argumentatifs qui te permettent de pouvoir comprendre que telle chose que tu penses n'est pas vrai, voilà ce qui est vrai. Ils n'ont pas cette capacité-là. Leur capacité, c'est quoi? Ma ceinture noire me permet de te dire que ce que je dis est vrai. Et lorsqu'on se rend compte que oui, tout le monde a la ceinture noire, il se dit quoi? Parce que j'ai 20 ans de karaté, ça veut dire que ce que je dis est vrai. Les mauvais sensei vont encore te dire, parce que j'étais champion en 1954, ça veut dire que ce que je dis est vrai. Les mauvais sensei vont te dire, j'ai gagné la Coupe d'Afrique en 1900 ceci, en 2006, j'étais vice-champion du monde de ceci, et c'est pourquoi ce que je te dis est vrai. Donc les éléments des mauvais sensei, c'est justement tout sauf les arguments. Ce sont les arguments de prends comme ça, prends parce que j'ai des dents, prends parce que j'étais grand champion. En réalité, ils ne se rendent pas compte qu'à aucun moment, Mike Tyson, même lorsqu'il a entraîné le champion de MMA, comment il s'appelle le champion de MMA, le Camerounais, Francis Ngannou, même lorsqu'il a entraîné, il n'a pas dit, voilà, tu dois faire telle chose parce que j'ai fait ça en tant que champion. Un ancien champion, justement, ne dit pas, parce que je prends ça parce que je suis ancien champion. Un ancien champion dit, voilà comment j'ai fait pour arriver à être champion. Voilà les techniques que j'ai assimilées. Voilà les principes que j'ai assimilés. Voilà les connaissances que j'ai assimilées qui m'ont permis d'être champion. Alors toi aussi, mets ton point ici, mets ton pied ici, mets ton point ainsi de suite. Fais comme ça, ainsi de suite. Toi aussi, tu vas être champion. Voilà les arguments qui distinguent les grands sensei et les petits sensei et les mauvais sensei. Ça veut dire, il se positionne comme si Usain Bolt, parce qu'à un moment donné, il a été l'homme le plus rapide du monde, tout ce qu'il dit, justement, devient vrai.
Voilà les pistes pour les mauvais sensei. Et un autre élément pour les mauvais sensei, c'est quoi? Qui es-tu pour poser ce type de questions? Qui es-tu pour soulever ce type de débat? Tu as commencé le karaté quand? Tu as quel dan par rapport à moi? Voilà leurs arguments. Donc, leurs arguments, ce n'est pas sur le fond de ce qui est dit, mais sur la forme. Donc, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que hier, certaines choses auraient pu passer. Dans notre environnement, par exemple, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas eu certains problèmes. Pourquoi? Parce que les mauvais sensei, justement, n'avaient pas fondamentalement une certaine ouverture sur le fait que les informations qu'ils distillent, les mauvaises informations qu'ils distillent, sont déjà débunkées. Ça veut dire, aujourd'hui, on se rend compte que les élèves qui sont derrière nous, lorsqu'ils nous posent une question, ils ne s'attendent pas à ce qu'on leur dise que parce que j'ai une ceinture noire, c'est comme ça. Non. Ils s'attendent à ce qu'on les explique. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils vont partir trouver ces informations que nous n'arrivons pas à avoir, lorsqu'ils vont revenir, ils ne vont plus avoir du respect pour nous. Ça veut dire qu'un sensei doit soit savoir et répondre clairement, soit dire je ne connais pas. Parce que je ne connais pas en fait et une réponse c'est des grands maîtres. Ce qu'on ne connaît pas, on doit être apte de dire je ne connais pas pour le moment telle chose. Mais les mauvais sensei connaissent tout et ils ne peuvent jamais rien expliquer. Pourquoi tu dis ça? Qui es-tu pour poser ce type de questions? Tu as commencé le karatéka. Où est ton? Tu entraînes où pour pouvoir dire ça? Ça fait combien d'années que tu as entraîné? Voilà leur niveau en fait. Et c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que les jeunes d'aujourd'hui, ceux qui sont derrière nous, ne sont plus dans cette lancée-là. Malheureusement, ils ne sont plus dans cette lancée-là. C'est pourquoi dès aujourd'hui, il faut donner les métriques pour pouvoir distinguer ce qui est mauvais et ce qui est vrai. Et dans ce cas, il est important de comprendre justement que un bon sensei est justement quelqu'un qui est capable de pouvoir montrer la voie aux autres. Il n'est pas forcé de tout savoir, mais il est quand même capable de montrer la voie la plus minimale, c'est l'humilité. L'humilité de je ne sais pas. Maintenant, dès qu'on sait, il est capable de montrer la voie de la maîtrise, qui est d'expliquer justement parce qu'on maîtrise certains concepts, ce qu'on sait. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que les mauvais sensei qui ne savent pas prétendent qu'ils savent tout, mais lorsqu'on les demande, explique-nous donc ce que tu sais, ils disent que non, je n'ai pas de karatégie. Je ne peux pas t'expliquer aujourd'hui parce que tu es irrespectueux, tu es arrogant. Je ne peux pas t'expliquer aujourd'hui parce que tu as commencé au karatéka. Voilà des éléments qui sont extrêmement dangereux pour permettre d'éviter ces choses-là. Autant donc d'avoir des métriques personnelles pour pouvoir éloigner de soi tous ces types de penseurs, tous ces types de personnes-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, effectivement, la passion du karaté peut permettre qu'on puisse avoir des grades. Mais lorsqu'on s'arrête parce qu'on a eu la ceinture noire ou parce qu'on a eu un certain nombre de dan, c'est un grand problème. Et un sage a dit, lorsqu'on arrête d'apprendre, on ne doit plus enseigner. Donc des gens qui ne sont plus capables d'apprendre ne sont plus capables d'enseigner, justement. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, les connaissances qu'ils ont s'amoindrissent. Parce qu'avec le temps, les connaissances qu'ils ont sont dépassées. Et ils se retrouvent donc en train de s'accrocher à des anciennes et des vieilles connaissances et à vouloir imposer cela en utilisant les grades et les dan et la force de j'ai 20 ans de pratique, j'ai 30 ans de pratique. Or, effectivement, dans notre cadre, rares sont justement les vrais maîtres qui arrivent à dire parce que j'ai 30 ans de pratique, ce qui est vrai. Ils disent voilà de mon expérience par rapport à la question, voilà de mon expérience, voilà pourquoi est-ce qu'il faut aller dans cette direction. Lorsqu'ils disent l'expérience m'a permis de voir voici ce qui est vrai, voici ce qui est faux, ils ne tuent pas la capacité de pouvoir comprendre qu'autre chose peut encore avoir de la valeur. Donc la plupart du temps, les débats des mauvais sensei sont ce que je dis est vrai, ce que tu dis est faux. Alors qu'en réalité, la plupart des temps, un maître est capable de détecter et de déceler le problème d'un argument et de présenter la correction en montrant justement la direction. C'est ça un sensei. Celui qui est devant pour montrer la route. Beaucoup de personnes sont devant par rapport à leur ancienneté. Beaucoup de personnes sont devant par rapport à leur quantité de dan. Malheureusement, ils veulent toujours être considérés comme des sensei, alors qu'en réalité, c'est juste des gens qui, à un moment donné, ont fait un sport ou ont fait un art et sont arrêtés. C'est très important. Pourquoi? Parce que un sensei, à la base, déjà doit connaître quel style il pratique. Quels sont les avantages et les inconvénients de nos styles?
pourquoi est-ce qu'on le pratique? Quel est l'argument qui me permet de dire voilà pourquoi je peux encourager quelqu'un à pratiquer cet art et voilà pourquoi je peux lui dire de faire attention. Voilà à quel point je peux lui dire de faire attention. D'où vient ce débat? Ce débat vient du fait que dans notre environnement, le karaté est arrivé au Cameroun dans les années 1950 par Henri Gagné, qui était un élève de Henri Plé, et il a formé donc le premier Camerounais, Maître Pout à Konsamba, et lui, il a formé d'autres ensuite. Et Henri Plé étant un précurseur du Shotokan, c'est la raison pour laquelle le Shotokan se retrouve entre le style le plus pratiqué au Cameroun. Mais les mauvais sensei, à un moment donné, arrivent à ne pas, avec le temps qui passe, ils ne comprennent pas qu'au-delà du Shotokan, il y a d'autres styles qui ont aussi de la valeur intrinsèque. Mais les mauvais sensei arrivent donc justement dans des débats où nous sommes ensemble et on leur pose des questions sur certaines pratiques. Ils n'arrivent pas à répondre, ils arrivent à dire juste le meilleur style de karaté, c'est le style Shotokan. Effectivement, peut-être que le meilleur style pourrait être le style Shotokan, mais quels sont les arguments qui te permettent de dire que le meilleur style de karaté, c'est le Shotokan? Il faudra que tu puisses argumenter de telle sorte qu'un enfant qui est en train de s'initier au karaté arrive à dire parce que tel argument est comme ceci, comme cela, je choisis le style Shotokan. Il ne faudra pas dire le meilleur argument, le meilleur style, c'est le Shotokan parce que j'ai 15 ans. Il ne faudra pas dire que le meilleur style, c'est le Shotokan parce que je le pratique depuis 1950. Il ne faudra pas dire que le meilleur style, c'est le Shotokan parce qu'en 1950, j'étais champion du Cameroun. Voilà des arguments des mauvais sensei. Pourtant, le Shotokan a des valeurs. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas pris le temps de regarder quelles sont les valeurs intrinsèques du Shotokan. Pourquoi? Parce qu'ils ont considéré leur opinion comme étant les valeurs du Shotokan. C'est pourquoi dans ce débat, quelque chose s'est passé. C'est que nous avons envoyé, en participant à un débat avec des très grands sensei, des discussions se sont levées sur la pratique, par exemple, du Shotokan. On s'est rendu compte que beaucoup de ces gradés-là n'ont jamais lu un livre de Shotokan. Pourquoi? Parce qu'ils vous disent que vous qui lisez les livres, vos connaissances sont livresques, que vous ne connaissez rien par rapport à eux. Et dans ce cas, on se retrouve en train de leur poser des questions liées aux fondations du style Shotokan. Ils ne connaissent pas. Pourquoi? Parce que quand ils ont eu la ceinture noire, c'était bien. Et leur source de savoir aujourd'hui, c'est quoi? Participer au stage. Leur source de savoir, c'est quoi? Participer aux compétitions. Leur source de savoir, c'est quoi? C'est être à la fédération. Pourquoi? Parce que justement, les dan s'obtiennent comment? Dans notre environnement, les dan s'obtiennent 1 an, 2 ans après le premier dan, tu peux avoir le deuxième dan. Tu fais l'examen. 3 ans après, tu as le troisième dan. 4 ans après, ainsi de suite. Ça veut dire que le dan s'obtient avec le temps. Le dan ne s'obtient pas parce que tu connais quelque chose de plus. Et c'est ça donc qui fait qu'au fil du temps, ils ont accumulé des dan, mais ils n'ont pas pris la peine de savoir quel est mon style. Pourquoi est-ce que mon style est particulier? Quels sont les avantages de mon style? Et c'est ça qui permet de savoir que, de mettre en exergue le fait que si tu es un praticien d'arts martiaux, s'il te plaît, détecte ton style, connais ton style, comprends les avantages et les inconvénients de ton style et ne te présente pas comme si ton style était le meilleur. Parce qu'on va devenir un système de dogmatisme religieux où chacun dit que ma religion est la meilleure. Non. En réalité, les styles, lorsque c'est expliqué même pas ces grands, les styles sont les manières d'interpréter les mêmes principes. C'est pourquoi lorsqu'on a un grade, ces gens ont des dan dans des styles. Mais lorsqu'on a un grade en karaté, on a un grade en karaté, on n'a pas un grade en style. C'est pourquoi un de ces mauvais maîtres arrive à me demander, je vais voir comment tu vas avoir tel dan en Shotokan. Pourquoi? Parce qu'il se retrouve à la fédération et n'étant pas d'accord justement avec, n'étant pas capable de défendre les arguments pour lesquels il est censé être maître, il dit donc que parce que nous avons dit que tel argument ne se retrouve pas être celui défendu par les écrits et par les enseignements du fondateur du style Shotokan et ses descendants, ils disent donc quoi? Je t'attends à l'examen de la fédération, alors je vais voir comment tu vas avoir les dan en fédération. Voilà le niveau et les capacités, les manières de détecter justement ces gens-là qui, en réalité, ne sont pas des bons sensei, mais qui sont justement des gens qui ont pensé que avoir les grades et les dan, c'est un foutu qui te donne tous les droits. Et ça te donne la science infuse.
au point où tu n'as plus besoin d'argumenter parce que tout ce que tu dis est vrai. C'est très important. Alors, pour nous ici à Karaté Expert, si tu as commencé à travailler en karaté, s'il te plaît, comprends les particularités de ton style. Choisis bien ton style. Ne choisis pas ton style par rapport à ce que tu entends. Fais toi-même tes recherches, tes études et comprends la particularité de chaque style. Parce que si tu veux les styles où tu vas être défendu violemment, si tu te retrouves quelque part comme le Shitoryu, tu perds ton temps. Va au Kyokushinkai. Si tu es de petite taille et que tu veux des styles qui vont te permettre de travailler bas, si tu te retrouves au Goju-Ryu, tu perds ton temps. Va au Shotokan. Si tu veux des styles d'agilité et d'énergie interne, si tu te retrouves ailleurs, va au Shitoryu. Si tu te retrouves ailleurs, tu perds ton temps. C'est très important. Si tu veux des styles qui te permettent d'avoir des éléments de biomécanique liés qui te donnent des avantages prouvés médicalement, va au Shitoryu. Shitoryu avec avec CH. Alors, c'est très important d'étudier chaque style, comprendre ses avantages et si tu es chanceux d'avoir autour de toi des gens qui pratiquent ce style-là, de pouvoir t'y mettre et de pouvoir détecter rapidement autour de toi des gens qui vont manquer d'arguments en te disant que parce que j'ai la ceinture noire, ce que je dis est vrai. Des gens qui vont manquer d'arguments en te disant parce que j'ai 15 ans, ce que je dis est vrai. Des gens qui vont manquer d'arguments en te disant que parce que je suis champion de telle chose, ce que je dis est vrai. Ce type de personnes ne peuvent pas t'amener loin. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu serais buté. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent plus répondre à certaines de tes questions. Parce qu'ils vont te dire, au lieu de dire je ne connais pas, au lieu d'aller eux-mêmes chercher pour venir te dire oui, telle question que tu as dit, donne-moi du temps, je vais aller demander, ainsi de suite. Ils vont plutôt te dire, tu n'as pas besoin de savoir. Tu n'as pas besoin de demander. Ne cherche pas à faire autrement. Ça a toujours été fait comme ça. Si tu demandes ça, tu me manques de respect. Si tu demandes ça, tu ne peux pas avancer. Voilà les arguments des mauvais sens. Et c'est très important parce que aujourd'hui, les jeunes passionnés n'ont plus d'énergie pour pouvoir suivre ces choses-là. Très, très important. Alors, la fondation de cette réflexion, c'est parce que nous avons tellement de vrais sensei qui sont maltraités parce qu'ils ont moins de dents. Des vrais sensei qui sont maltraités parce qu'ils n'ont pas de médailles. Des vrais sensei qui, au quotidien, montrent la voie, sont maltraités parce qu'ils n'ont pas été sur des podiums. Des vrais sensei qui sont maltraités parce qu'ils ne sont pas à la fédération. Pas des mauvais sensei qui, ayant ces passe-droits-là, arrivent donc à mépriser les autres. Comme par exemple, dans les associations et dans des regroupements, par exemple, nous avons des sensei avec qui nous travaillons au quotidien parce qu'ils ont moins de dents que les autres. Lorsqu'il faut faire, par exemple, l'échauffement physique, ce sont ces sensei qui au quotidien forment là, que ces gens des gros gradés n'ayant pas de consistance, c'est toujours eux qui disent je suis gradé, c'est toi, va entraîner. Je suis gradé, c'est toi, va faire l'échauffement. Et ces mauvais sensei là sont arrivés au niveau où, lorsqu'il y a des compétitions, des événements, ils viennent en costard cravate. Ils viennent en costard cravate, ils s'asseyent derrière, ils disent toi, le Guidamba là, t'aimes pas bien. Guidamba, c'est plutôt comme ça, il est assis. Voilà les mauvais sensei. Au point où nos vrais sensei qui au quotidien travaillent, forment des jeunes, même s'ils n'ont pas de grands grades, c'est eux qui se retrouvent en train de faire le njakas. Dans notre environnement, le njakas, c'est le travail de cheval. Le travail physique pour ces gens-là qui ont pour seule capacité le fait d'avoir des gros dents. Les dents ne sont pas un problème. Mais il faut comprendre qu'il y a une différence entre avoir des dents et être maître. Au-delà même des titres de maîtrise, un maître est quelqu'un capable d'inspirer, quelqu'un capable de montrer la voie, quelqu'un capable d'argumenter, quelqu'un capable... La plus-value d'un maître, c'est sa capacité d'expliquer. La plus-value d'un maître, c'est sa capacité de détailler, c'est sa capacité de montrer que telle chose n'est pas vraie, voici plutôt ce qui est vrai. Ce n'est pas de s'offusquer pourquoi on pose la question. Ce n'est pas de s'offusquer pourquoi on n'a pas 15 dents comme lui et on demande des choses. Pourquoi? Parce qu'on peut justement retrouver même des sensei qui n'expliquent pas. Mais pourquoi ils n'expliquent pas? Parce qu'ils ont pris du temps de former des élèves qui sont capables, eux, d'expliquer.
C'est pourquoi certains socs peuvent se donner le droit de ne pas expliquer certaines choses parce qu'ils ont des kyoshi, ils ont des renshi, ils ont des chiens à qui ils ont distillé la connaissance et ils sont capables plutôt de dire telle question, va voir telle personne, la personne va t'expliquer et tu arrives là-bas, la personne t'explique. C'est ce que nous rencontrons au quotidien. Face à cette question, on dit, les grands maîtres et les vrais maîtres disent telle chose, peut-être je n'ai pas de temps, je n'ai pas d'énergie, ou c'est trop petit par rapport à ce que je peux t'expliquer. Va voir telle personne, la personne va t'expliquer. Et quand tu arrives là-bas, tu dis, telle question, quel est le problème? On t'explique clairement. Mais les mauvais sensei vont dire, je suis trop grand pour que tu me poses des questions, mais ils ne vont pas te dire, va là-bas, on va t'expliquer. Voilà des choses très très problématiques qui, au fur et à mesure, détruisent la passion. Parce que quand les jeunes viennent avec la passion d'apprendre, ils se retrouvent en train d'être limités. Pourquoi? Une petite histoire, je vous dis. Mon premier dan, je l'obtiens. Je commence à faire le karaté en 2002. Mais mon premier dan, je l'obtiens 17 ans plus tard. 17 ans plus tard. C'est vrai qu'entre temps, j'ai fait du taekwondo, j'ai fait du judo, mais la problématique même d'obtenir ça, c'est parce que les mauvais sensei, à un moment donné, lorsqu'ils voient ton avancement, arrivent justement à mettre sur pied des mécanismes qui font qu'ils te ralentissent et empêchent que tu ailles justement un rythme qui, par exemple, n'a pas été le leur. Ils vont te dire, c'est comme les mauvais professeurs d'université. Les jeunes docteurs qui en 3 ans font le PhD. Ces gens, ils disent, je suis professeur. J'ai fait mon PhD en 7 ans. Pourquoi toi, tu vas venir aujourd'hui faire en 3 ans? Tu veux montrer quoi? Et c'est comme ça qu'ils ne vont pas gérer tes stages, ils ne vont pas t'orienter, ils ne vont pas te donner les éléments dont tu as besoin. Et tu vas te retrouver en train de traîner comme eux. Voilà la poisse des mauvais sensei. Ça veut dire à un moment donné, j'ai dû forcer pour aller à l'examen. Et je suis allé seul. Parce que justement, des personnes dans leur mentalité se disent c'est trop tôt. Pour eux, 17 ans, c'est trop tôt pour avoir une ceinture noire. Alors que la ceinture noire, c'est quelque chose, ce n'est que le début de quelque chose. Mais pour eux, comme c'est la finalité, ils ne veulent pas, ils ne se rendent pas compte que la ceinture noire, c'est le début du karaté. Pour eux, comme ils ont la ceinture noire, ils se disent que comme c'est la fin pour moi, il ne faut plus que les autres viennent arriver à cette fin-là. Alors que c'est le début. Voilà pourquoi ils peuvent tout manigancer et ainsi de suite. De même pour avoir mon deuxième dan, j'y vais justement avec l'aide des vrais sensei. Des vrais sensei qui sont même dans cette fédération-là. Des vrais sensei qui sont avec nous au quotidien. Mais il y a parmi eux aussi d'autres qui font tout pour que tu n'avances pas. Parce qu'ils ne veulent pas justement s'asseoir et dire qu'ils ont des dents. Et toi aussi, tu peux dire tu as des dents. Comme si des dents ont mangé ça. Comme si, qu'est-ce qu'on fait? C'est la connaissance derrière les dents qui sont importantes. On peut détacher, ça c'est un bout de tissu. C'est un bout de tissu teinté en noir. Même quelqu'un qui ne peut pas karaté peut acheter ça et y met. Donc, la valeur d'un grade, ce n'est pas au niveau d'attacher, mais c'est dans la capacité de pouvoir défendre avec les arguments, le savoir comme c'est targue à avoir. Et dans ce cas, les vrais sensei, malheureusement, souffrent beaucoup. Et c'est ça qui arrive au niveau où un de mes vrais sensei, un jour, lui a dit, je suis tellement fâché. Parce que je ne veux plus que tu t'en ailles dans ces rassemblements de ceintures noires où des gens qui sont tes petits frères, juste parce qu'ils ont eu des facilitations pour avoir rapidement des dents, ils arrivent à te prendre et te faire du travail des senpai. Je lui ai dit ça clairement. Je ne suis pas d'accord avec ça. Tes petits frères ne peuvent pas te traiter de cette sorte sous prétexte que toi tu es moins gradé qu'eux ils ont des gros grades et ainsi de suite. Surtout que ces petits frères là n'ont pas de contenu. Quand tu leur poses des questions, ils ne peuvent pas argumenter que voilà, non. Leur seul grade, leur seule force c'est quoi? C'est depuis 20 ans que je fais karaté. J'ai 15 ans. Je suis champion de ceci, cela. Voilà justement ce qui arrive à faire que ils disent qu'ils doivent être respectés, mais leurs aînés dans le karaté, qui ont moins de grades que eux, ils n'arrivent pas à les respecter. J'ai dit à mon sensei, je ne suis pas d'accord avec ça, je veux plus. Et heureusement, il a changé. Donc, les mauvais, pourquoi nous discutons des mauvais sensei? C'est parce que les vrais sensei souffrent entre leurs mains.
Heureusement, nous ne sommes pas en train de dire que tous les gens qui ont les dents sont mauvais, non. Nous ne sommes pas en train de dire que tous les hauts gradés sont mauvais, non. Nous avons de très grands gradés dans notre environnement proche. Ici et ailleurs, qui sont des... C'est comme, par exemple, nous qui vous parlons, le moi et Aïssa, mais mon sens, c'est par exemple, n'est pas au Cameroun. Mais à un moment donné, quand tu lui poses une question, il a la capacité et la latitude de te dire, voilà comment je réponds, voilà comment il faut faire. Il ne dit pas pourquoi tu poses ça. Qui es-tu pour poser ça? Attends, quand tu vas aussi arriver à mon niveau, non. Et ces gens-là arrivent à dire, les mauvais sens arrivent à te faire croire que poser une question, c'est un péché. Poser une question, c'est un manque de respect. Poser une question, c'est mauvais. Et c'est pour ça donc que les jeunes viennent en club, ils rentrent avec des questions. Pourquoi? Parce qu'on les a mis dans la tête qu'il ne faut pas demander des choses, il faut attendre qu'on aura 15 ans, on va comprendre. Non, non, non et non. C'est très important de structurer les choses selon le grade, d'expliquer aux enfants les choses selon le grade, mais empêcher les gens de demander, nous ne sommes plus dans. En 2025, nous ne sommes plus dans ce monde-là. Le monde de 2025 ne se contente plus des boîtes noires. L'enfant qui te pose une question, tu ne réponds pas, il te classe directement. Et justement, tu ne réponds pas, c'est ton incapacité. Même pas parce que tu connais et tu dis que non, je ne réponds pas. Et il détecte ça, il n'a pas besoin d'être un maître pour le savoir. Alors les vrais maîtres souffrent donc beaucoup et nous sommes en train de partager pour que les vrais maîtres que nous avons autour de nous, que nous avons en club, que nous avons à la fédération, heureusement, comme je disais, les gens qui m'ont bloqué les dents, c'est toujours un gradé, un grand maître ayant beaucoup de dents qui, à chaque fois dans ces examens-là, m'a encouragé. Je me rappelle le dernier examen à Boya, il travaille avec un des vrais maîtres qui arrive sur le tapis. Il était parmi les évaluateurs à Boya, au Cameroun. Puisque à l'époque, je faisais plusieurs styles. Pendant que je fais Bassadaï, au début, je fais ça. Un et Isa. Il me dit non, tu confonds avec tel autre style le jour de l'examen. C'est ça les vrais maîtres. Les vrais maîtres sont là pour encadrer. C'est pas que je ne connais pas Bassadaï, mais parce qu'il est là pour te montrer la direction. Il te dit voilà, telle chose n'est pas bien, voici ce qui est bien. Mais les faux sensei et les mauvais sensei vont toujours être en train de vouloir que les autres échouent, les autres se cognent la tête, parce qu'ils veulent se positionner comme les vrais et les seuls. Les vrais sensei, vraiment, sont des gens qui au quotidien travaillent. Nous travaillons avec eux et nous voyons leur peine et leur souffrance pour que leur voix sorte. Parce que leur voix est tellement mélangée et appuyée par les mauvais sensei. Les vrais sensei travaillent sur le principe de Shuari. Le principe de Shuari, c'est un principe simple qui est rarement expliqué par les faux sensei parce qu'ils ne connaissent pas. Nous disons ça parce que nous les avons demandé à un moment donné. Telle chose, qu'est-ce que ça veut dire? Vraiment, c'est trop les trucs, ce sont les choses ils nous ont dit que Shuari, vraiment, c'est les choses des livres, vraiment, c'est les choses des Japonais, vraiment, pourquoi tu veux savoir ça? C'est quand tu auras 8e dan que tu vas savoir ce que c'est que le Shuari. C'est juste des principes basiques qui permettent à tout pratiquant de savoir que demain aussi serait amené à tirer les autres. Et c'est un mécanisme de 3 phases, la phase chou qui est la phase de suis le maître. Quand tu suis le maître, c'est pas en fermant ta bouche forcément. Tu ne peux pas comprendre un style si tu ne poses pas les questions. Tu ne peux pas comprendre une technique si tu ne poses pas les questions. C'est comme vraiment en club, quand les enfants, les ceintures que j'encadre, qui faisaient Batada, ils passaient le temps à faire ça. Donc je leur ai dit non. En fait, c'est un Kotenkan. Je soulève la main, je saisis et cette main se permet de bloquer la main. Donc, si tu ne comprends pas que c'est un Kotenkan, ça veut dire une saisie, on fixe sa main et on arrive à coincer sa main et on sent ça ici. Lorsqu'on va faire les traits de défense, on voit ça. Il y a une vidéo ici où nous faisons les traits de défense, vous pouvez regarder sur la chaîne. Rapidement, lorsqu'on montre aux gens, lorsqu'on explique aux gens pourquoi on fait certaines choses, ils comprennent rapidement. Méfiez-vous d'expliquer les katas aux jeunes, ou des techniques, ou des systèmes respiratoires, ou des positions, des dashiwaza, aux gens derrière vous, sans leur dire pourquoi on fait ça. Ils vont faire donc par rétention, par mimétisme.
Et c'est pour ça que demain, eux aussi, qu'on va leur demander pourquoi on faisait, il va dire quoi? On m'a aussi appris comme ça. Et ils vont devenir des mauvais sensei. Donc faisons attention, pourquoi? Parce que c'est extrêmement dangereux. La phase de Shuari, c'est la phase où on suit le maître en posant des questions, en comprenant et en sachant qu'on est là pour apprendre. Et tout sensei travaille pour que cette phase-là, il ne limite pas les gens, il ne bloque pas les gens. Tout sensei qui après 5 ans n'a pas formé une ceinture noire est un piètre sensei. Tout sensei qui après 10 ans n'a pas formé des gens qui ont des dents, c'est des piètres sensei. On dit pas formé qu'il est venu dans ton club. On dit formé, tu es capable de dire voilà comment je l'ai fait évoluer jusqu'à. Et c'est ce type de sensei qui, en ayant formé, est capable de dire je lui ai transmis et il est capable donc de porter ce que j'ai pour aller plus loin. Et ça vient donc à la phase de chou. La phase de chou, et c'est la phase où le sensei arrive à dire je t'ai transmis tout ce que j'avais, tu peux donc être à côté de moi. C'est une phase. Donc chou, on est derrière la phase A. La phase A, c'est la phase où on dit je t'ai transmis tout ce que j'ai, tu peux être donc à côté de moi parce que tu as le même niveau de connaissance que moi. Ça ne veut pas dire que tu as le même niveau. Aucun élève ne va jamais te prendre l'égal de son sensei. Mais au moins, il sait que dans le background technique, je lui ai montré les ukewaza, tout ce qu'il y avait, les dashiwaza, tout ce qu'il y avait, les kata, tout ce qu'il y avait, les respirations, tout ce qu'il y avait, les shun, les uchi, tout ce qu'il y avait. Et en ce moment, il peut dire, je lui ai transmis dans le cursus tout ce qu'il y avait. Et la troisième phase, c'est une phase où les mauvais sensei ne peuvent même pas arriver. Parce que les mauvais sensei ont d'abord mal que tu sois à côté d'eux, que tu aies aussi les grades comme eux, au point où ils ne peuvent pas encore te permettre d'aller à la phase RI. La phase RI, c'est la phase où tu laisses justement ton élève avoir sa propre compréhension de ce que tu lui as transmis. Et dans cette propre compréhension-là, tu ne vas pas l'imposer ta compréhension. Et c'est dans cette phase-là que la plupart des gens, justement, créent des nouveaux styles. Ce n'est pas que c'est un nouveau style, c'est les nouvelles compréhensions des principes. Et c'est très important de comprendre ça. Pourquoi? Parce que la ceinture noire a malheureusement trompé les gens en pensant que quand on a la ceinture noire, on est maître. Quand on a la ceinture noire, on est maître en rien. On est un gradé shodan. Quand on a la ceinture noire deuxième dan, on est un gradé nidan. On n'est pas maître. On maîtrise quoi? Les techniques de base. Le karaté c'est une technique de base. On maîtrise quoi? Quand tu dis que tu as une ceinture noire, tu es maître de quoi? Maître veut dire que je maîtrise quelque chose. Tu maîtrises quoi? Alors même les techniques de base là, sur 10 personnes, ils vont faire différemment. Et chacun ne pourra pas forcément expliquer pourquoi il fait différemment. Alors, la fondation pour devenir des maîtres et ne pas être un mauvais sensei, c'est de savoir qu'on apprend continuellement et l'explication doit être notre argument le plus fort. Et aussi, on doit savoir la différence, la base, la fondation de l'enseignement, c'est le savoir. On doit savoir. Quand tu ne connais pas des choses, tu n'as pas le droit d'enseigner qui que ce soit. Et pour connaître, il faut s'enseigner, il faut lire, il faut faire des recherches. On ne s'assoit pas dire que comme j'ai des dames, je connais déjà tout. Entre-temps, tout ce qu'on connaît est dépassé. C'est ça qui arrive, des gens arrivent à vous dire que le Shotokan c'est le meilleur style du monde. Parce qu'ils sont arrivés au niveau de ce qu'on lui avait dit. Il s'est arrêté au niveau de ce qu'on lui a dit. Il n'a plus fait de recherche pour comprendre quoi que ce soit d'autre. Et bizarrement, dans ce débat, je leur ai envoyé le livre que j'ai acheté de mon propre argent. Le livre écrit par Gishin Funakoshi lui-même. Je lui ai envoyé que ce qui est dit par vous, c'est différent de ce qui est dit par le fondateur. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils n'ont même pas lu. Ils sont arrivés. Donc, ils n'ont même pas dit je me mets à jour. Non. Parce qu'ils connaissent déjà. Donc, il y a le savoir. Si tu es sur le chemin de karaté et tu penses que tu ne dois pas faire des recherches pour savoir des choses, il y a toujours des gens qui vont venir derrière toi savoir plus que toi et tu vas toujours être aigri. Là, tu vas penser que comme ils savent plus que toi, là, ils sont contre toi. C'est ça quand tu vas dire un truc qui est faux, par respect, ils ne vont pas te contredire. Mais quand ils vont expliquer aussi, on va voir que ce qu'il dit est plus vrai. Tu vas dire qu'il va manquer de respect. Les jeunes d'aujourd'hui ne respectent plus les vieux. Les jeunes d'aujourd'hui, vraiment, ils ne respectent plus les maîtres. Tu es maître en quoi? Là, tu as refusé de savoir. Maintenant, il y a le savoir-faire. Tu ne peux pas savoir et tu t'assois derrière avec le costard. Pendant une évaluation, tu es derrière le costard. Pendant un stage, tu es derrière le costard.
pendant que tu es derrière. Il faut le savoir-faire. C'est pour ça, même à 90 ans au Japon, les vieux, ils montent. Ils montent, malgré le fait qu'ils ont formé des grands maîtres, ils ont formé des kyoshi qui peuvent dire bien faire ça. Mais ils sont là toujours eux-mêmes. Savoir-faire. Voilà. Et après le savoir-faire, il y a le savoir-être. Un maître est sa manière d'être. C'est quand on se retrouve avec les mauvais sens, c'est qui réclament le respect. Respectez-moi parce que j'ai les dames. Respectez-moi parce que je suis à la fédération. Respectez-moi parce que j'ai fait 50 ans que je fais karaté. Pourquoi vous ne me respectez pas alors que je suis là? Un sensei pas sa manière d'être se fait directement respecter. Parce qu'aucun être humain n'est né avec la volonté de ne pas respecter ceux qui sont devant. Mais c'est quand ceux qui sont devant arrivent à être médiocres et n'a pour seul argument que leur âge et leur vieillesse. C'est pourquoi on doit justement se dire, par respect, on ne vous contredit pas, mais on sait que ce que vous dites, ce n'est pas vrai parce que vous n'avez pas d'argument ou il y a d'autres arguments contraires. C'est très important. Donc le savoir-être, c'est quelque chose que lorsqu'un maître est vraiment maître, il ne demande pas le respect. Il ne prend pas les questions pour le manque de respect. Et en plus, il y a le faire savoir. Si tu es un maître, tu n'es pas capable de faire savoir ce que tu as, ce que tu es. Des gens qui ne peuvent jamais lancer un débat. Ils sont tous là pour discuter les débats qu'on lance. Mais ils ne peuvent jamais venir avec. Il y a un maître qui me passionne beaucoup. Il est du côté de Douala, maître Omboudé. Désolé maître pour votre nom. J'ai causé avec lui dernièrement, il y a quelques années. Je lui ai mis dans notre groupe WhatsApp. C'est un maître qui a fait plusieurs années, mais chaque matin régulièrement, quand il avait la santé, il publiait des éléments qui te permettaient en lisant de savoir que oui, celui-ci connaît. Il publiait des éléments qui encouragent, qui montrent ce qui est mauvais, ce qui est bien, ainsi de suite. Mais il y a ces maîtres-là qui ne peuvent jamais montrer quoi que ce soit, dire quoi que ce soit. Mais ils sont toujours dans les débats, pas pour argumenter, mais pour discuter. Au point où leur argument c'est pourquoi tu aimes trop montrer que tu connais. Leur argument c'est pourquoi vous n'aimez pas accepter aussi mes arguments. Ce que je dis, ce n'est pas mes arguments. Donc, c'est comme si à un moment donné, il faudra accepter ce qu'il dit pour lui faire plaisir. Et même lorsqu'on fait ça, il se retrouve en train de toujours dire. Donc, le savoir-être, c'est très important, mais le faire savoir aussi, c'est très, très important. Donc, vraiment, ce partage était important parce que les vrais sensei souffrent beaucoup entre les mains des mauvais sensei. Malheureusement, ça ne peut pas continuer justement. Pourquoi? Parce que le karaté d'aujourd'hui est fait par des jeunes qui sont derrière nous. Peut-être nous autres, nous n'avons pas beaucoup compris le karaté, nous n'avons pas connu beaucoup de choses. Mais ceux qui viennent derrière, en club, lorsque nous voyons les enfants que nous formons, ces enfants-là, ils ne sont pas ceux-là qui vont se contenter de prendre parce que j'ai les dents. Les enfants qui sont derrière nous ne se contentent pas d'accepter parce que je suis gradé. Non, ce sont des enfants qui sont un peu très très profonds et très très fins dans les questions. Et tuer leurs questions, c'est vraiment tuer la passion du karaté. Alors merci d'avoir écouté ce partage. Si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et de partager. Ça peut aider quelqu'un à détecter un mauvais sensei et à donner la valeur à un bon sensei. Un grand respect à tous ces bons sensei qui au quotidien souffrent, qui au quotidien nous forment, qui au quotidien mettent de leur temps, de leur énergie pour transmettre leur passion, qui peut-être sont méprisés par ceux qui ont des gros dames, qui peut-être sont méprisés par ceux qui se disent être dans des grands postes, mais beaucoup de courage, sensei, parce que tout travail bien se rémunère tôt ou tard. Aïe.